bienvenue ce soir vous tenir compagnie avec Eddie Cohen. Il y en a un par jour. Alors. Finalement, la Maison de la Magie, ça se prête bien, parce qu'on va parler un peu de magie, en tout cas peut-être de pensée magique. Hein. On va parler d'économie, un peu de politique aussi. Eddie Cohen, bonjour. Alors, bonjour. Comme votre prédécesseur à cette table tout à l'heure, Pascal Pic, vous êtes aussi ce que les journalistes appellent un bon client, celui qu'on appelle d'urgence pour commenter l'actualité économique du moment, surtout si elle concerne les entreprises françaises. Un économiste que l'on comprend, au discours clair, simple et tranché. Alors quand Alstom se vend par petits bouts, quand les chantiers navals dérivent vers le grand large, quand Alcatel rend son dernier soupir, eh bien vous êtes là. Depuis 20 ans, vous n'en finissez pas de planter le dernier clou dans le cercueil d'une industrie moribonde dont vous avez assisté en entomologiste à la disparition progressive. Quand vous sortez de Sciences Po en 1972, les 30 Glorieuses font encore tourner à plein régime une économie dirigiste à la française que vous qualifierez plus tard de colbertiste. Mais quand vous vous installez quelques doctorats plus tard dans votre rôle de professeur et de chercheur au CNRS, le paysage a changé. Vous assistez à la grande mutation de l'économie française que vous ne cessez d'analyser au fil de dizaines de livres et de rapports dont certains deviendront des best-sellers. Beaucoup se souviennent, en effet, de l'état brancardier, du colbertisme high-tech ou du nouvel âge du capitaliste. Mais vous êtes aussi un observateur engagé. Avec vos compères Philippe Aguillon et Gilbert Sette, vous avez concocté en 2014 un petit manuel à l'attention des gouvernants intitulé « Changer de modèle ». Car vous n'êtes jamais loin de la politique. Depuis Jacques Chirac, vous parlez au président et ils vous entendent, à défaut peut-être de vous écouter. Libéral social, vous êtes un déçu de Hollande et un proche de Macron. Enfin, vous étiez. Comme lui, vous aimez être en distance, admirateur d'un certain dirigisme économique gaullien et en même temps, comme dirait l'autre, libéral assumé et voué comme tel aux gémonies par les experts de la gauche extrême. Votre dernier opus est peut-être le plus sombre, il s'intitule « Le décrochage industriel » et ramasse finalement ses 40 ans d'observation fine de cette lente décrépitude d'un pays vieillissant, incapable de s'adapter à son nouveau statut d'économie mature et à un paysage mondial bouleversé par les chocs de l'ouverture financière, de la mondialisation et des révolutions technologiques. Mais avant d'aborder ces grandes mutations séculaires, parlons de celle qui est dans toutes les conversations d'aujourd'hui, la mutation Macron. Alors, je ne vais pas vous demander la composition du prochain gouvernement, on attend toujours, mais comme nous sommes au rendez-vous de l'histoire, nous allons regarder un petit peu dans le passé, pour essayer de décrypter ce qu'on pourrait appeler les macronomics. Alors, selon vous, 4 figures pourraient être convoquées par ordre d'entrée en scène: Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard ou Tony Blair. Alors, on va commencer par le grand Charles. Est-ce que le macronisme est une forme de gaullisme new look? En tout cas, lorsque le président se présente lui-même dans une figure jupitérienne, lorsqu'il parle de réforme en permanence, lorsqu'il parle même de révolution, lorsqu'il entend bouleverser autant la sphère politique que la sphère économique, lorsqu'il entend manifester une rupture nette avec ce qui précède, il est bien dans une logique de type gaulliste. Pour résumer les choses très simplement, je dirais que à la fois De Gaulle et Macron ont considéré que pour changer de modèle économique, il fallait d'abord changer de système politique. Ce qui me frappe, c'est que dans les deux cas, on ne peut pas analyser l'action économique si on ne commence pas par une analyse du changement politique. Et au fond, la première novation de Macron, la novation parfaitement réussie, ça a été ce changement de système politique, c'est-à-dire la compréhension qu'il a eue très tôt que le système politique était vermoulu, que les institutions étaient vermoulues, et qu'il n'était pas possible de changer significativement les choses en matière économique si on ne commençait pas par faire cette révolution politique. Et la révolution politique,
il l'a faite de manière remarquable, puisqu'il a fait éclater les cadres partisans, à la fois à gauche et à droite. Il a composé à partir de là une majorité faite autour de lui d'éléments venus d'ailleurs, et il a brillamment transformé l'essai au Parlement, ce qui fait qu'il rejoint là aussi le grand Charles d'une autre manière. Vous savez que ce qui caractérisait De Gaulle, c'était ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé de la Ve République, c'est-à-dire un système dans lequel, pour faire court, c'est le despotisme éclairé qui est à l'œuvre, c'est-à-dire vous avez en haut, tout en haut de la verticalité, un dirigeant investi d'une responsabilité particulière, qui trace la ligne, qui fixe le programme, qui détermine les domaines qui sont de sa compétence et ceux qu'il peut abandonner au gouvernement courant, et qui surtout, à partir de sa position, bouleverse systématiquement l'économie, la politique et la société. Vous vous souvenez, le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une chose très paradoxale, c'est que lui qui incarnait l'État, qui incarnait le dirigisme, qui incarnait le colbertisme, qui incarnait le jacobinisme, a commencé par adopter le programme économique de Jacques Rueff, qui était un libéral absolu, ce qui était une incongruité dans la scène politique Pas française. tout son programme quand même. Hein. Ah, il a rompu avec l'idée de la monnaie fondante pour faire une monnaie forte. Faire ça en 58-59, alors qu'on avait l'habitude d'aller quémander pour finir ses fins de mois l'aide des États-Unis ou l'aide des organisations financières internationales, il allait le faire. Et il a surtout lancé un programme de réforme de l'économie et de la société, empruntant en cela aux travaux qui avaient été faits par Rueff et par Armand, et il a voulu libéraliser, vous vous souvenez du rapport Rueff-Armand, aussi bien les taxis que le marché du travail, le système de santé que l'agriculture, l'aménagement du territoire que le système productif. Il a lancé un programme dans tous ces domaines-là, et au total, il a très profondément transformé l'économie et la société. Alors c'est peut-être là, justement, qu'on peut essayer de creuser un peu davantage, en essayant de prendre une réforme de Gaulle et une réforme de Macron, et voir comment ça a été mené. Alors je prends la réforme du système de santé, qui est la fameuse réforme Debré, qui a été faite du temps du général de Gaulle, et qui a organisé le système hospitalier tel que nous le connaissons actuellement, avec la création des CHU, les centres hospitalo-universitaires, et qui a abouti à la transformation de ce qu'on appelait les vieux hospices en des institutions modernes qui combinent activités de recherche, activités cliniques et activités d'enseignement. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que cette réforme, qui donc se présente comme une réforme voulue par le général de Gaulle, mise en œuvre par Michel Debré, et qui en fait a eu recours au professeur Debré pour la mise en œuvre, est en fait une réforme qui vient de loin, qui était portée par la partie la plus moderniste des jeunes professeurs de médecine, qui voulaient transformer le système, qui ont réussi à trouver l'oreille du professeur Robert Debré, qui lui-même a trouvé l'oreille de Michel Debré. Et donc c'est en fait une réforme qui a été conçue, avancée, préparée, développée par ces jeunes professeurs de médecine qu'un de mes collègues à Roger-Mousse appelait des marginaux séquents, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois proches de la recherche, proches de l'université, proches du système politique, qui avaient avancé un agenda de modernisation très tôt. Nouvelle génération. Une nouvelle génération, et qui ont réussi à le porter jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes capable de me décrire quelque chose de comparable avec la réforme de santé qui vient d'avoir lieu actuellement? Où sont ces forces modernistes qui poussent, qui accompagnent? Où sont ces visions de très long terme qui transforment radicalement le système de santé? La longévité de ce système de Debré, on en parle encore aujourd'hui. On vit encore largement aujourd'hui sur le système du CHU et l'organisation en CHU. Donc vous voyez, cette capacité qu'a eu le général de Gaulle à capter une poussée moderniste, à l'organiser et à lui donner une traduction dans une loi qui est une loi qui porte encore ses effets aujourd'hui, est une transformation qui me semble particulièrement éclairante et qu'il faut mettre au crédit de la méthode gaulliste. Mais vous voyez bien, là, le gaullisme, c'est pas du décisionnisme ou un verticalisme ou simplement un Jupiter qui décrète, etc. C'est une vision des nécessités de la transformation de la société, c'est la capacité à détecter dans la société des forces organisées qui sont capables de porter un projet jusqu'au bout et de transformer fondamentalement l'offre de soins, et c'est, de ce point de vue-là, cette réussite. Ça, c'est un des aspects
du gaullisme. Vous m'avez repris tout à l'heure quand j'évoquais le programme de Rueff. Alors vous avez raison, mais la réforme Rueff, si je peux ajouter un mot aussi, c'est de dire que De Gaulle a été capable de réformer contre son camp. Et c'est peut-être un élément à réfléchir également dans le cas de Macron. Qu'est-ce que c'est que réformer contre son camp? Je disais tout à l'heure, lui était un étatiste, un interventionniste, et il a fait appel à un libéral. Mais pas simplement, vous vous souvenez, quand il a mis en place le nouveau franc, dont la principale conséquence était une désindexation, les Français étaient habitués à l'inflation, à l'indexation, etc., pour donner un éclat particulier à sa mesure de désindexation, il a décidé de commencer par désindexer les pensions des anciens combattants. C'était une action absolument étonnante, parce que c'était ceux qui constituaient ses soutiens les plus évidents et qui s'inscrivaient le plus dans la trajectoire historique du personnage, qui étaient soumis à la principale exigence de renoncement aux habitudes passées et au risque de perdre en pouvoir d'achat, et ce sont eux qui ont dû accepter cette forme de désindexation. J'ai pas le sentiment que ce soit exactement le système qui est adopté. Il paraît qu'il ne faut plus embêter les vieux. Hein? Il paraît qu'il ne faut plus embêter les vieux. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'à embêter. Donc, cette capacité à réformer l'économie et la société, ça a été un trait majeur. Alors, changement des institutions, bien entendu, avec le général de Gaulle, la Ve République, j'évoquais le parlementarisme rationalisé. Chez Macron, il y avait eu l'idée, à un moment, qu'à l'ère du numérique, il fallait inventer une démocratie horizontale à la base, une démocratie réticulaire, qui utiliserait également les technologies modernes pour intervenir dans les choix politiques, sans aller jusqu'au modèle Cinque Stelle avec... ni au modèle ségolénien de la démocratie ni jusqu'au modèle ségolien d'un modèle participatif. On avait le sentiment qu'on allait aller vers un système qui allait combiner logique verticale et logique horizontale. Tout ça paraît déjà très très loin, et on voit plutôt aujourd'hui un excellent polémiste comme mon ami Jean-Louis Bourlange qui se plaint de l'inexistence du Parlement, du travail des parlementaires, pour ne rien dire de la démocratie. Les parlementaires à l'époque de Gaulle disaient aussi... Alors justement, je vous remercie de cette objection, parce que ça me permet d'apporter un autre point, c'est que De Gaulle a recomposé le paysage politique en empruntant beaucoup aux anciennes élites politiques qu'il a recyclées pour en faire un parti gaulliste. La nouveauté également avec Macron, c'est que lui, il a préféré exploser complètement l'ancien système et reconstituer très profondément le personnel politique en s'appuyant en plus sur les lois de non-cumul qui ont permis de faire un dégagisme soft remarquablement réussi. Et du coup, on voit dans le travail parlementaire cet affaiblissement du rôle du Parlement qui va au-delà du parlementarisme rationalisé. Et donc si je devais résumer en un mot, je dirais que paradoxalement, le pouvoir est beaucoup plus centralisé avec Macron qu'avec De Gaulle. Je discutais l'autre jour avec un copain qui me disait que De Gaulle, lorsqu'il traitait avec des ministères techniques, disait c'est pas à moi d'en décider, allez voir le Premier ministre. Lui entendait se consacrer aux affaires étrangères, à la défense et aux grands sujets. Avec Macron, non, Macron il s'intéresse à tous les sujets et il en discute et il raffine lui-même les plus grands détails. Un dernier point que je voulais ajouter, De Gaulle a également beaucoup gouverné avec la technostructure, la fameuse technostructure d'État, ces fameux grands corps, les inspecteurs des finances, les corps des mines, les corps des ponts, qui constituaient l'armature de l'appareil d'État. Et ces grands corps constituaient ce qu'on appelait à l'époque le parti de la modernisation. Alors, Macron gouverne aussi avec la technostructure. Et il a cette position qui consiste à gouverner avec un noyau de très hauts technocrates. Mais vous remarquerez là aussi une autre différence, c'est que les grands technocrates de l'époque du général de Gaulle, vous vous souvenez, les Bloch-Léné, les Simon Nora, les Paul de Louvrier, etc., étaient des hauts fonctionnaires, et uniquement des hauts fonctionnaires, qui avaient grandi au sein de l'État, qui avaient pris leur galon au sein de l'État, qui avaient avancé au sein de l'État. Là, ce qu'on constate avec Macron, c'est une espèce particulière, c'est des hauts fonctionnaires qui sont des rétro-pantoufleurs.
sais que des hauts fonctionnaires Les temps ont rétro-pantoufleurs. changé, monsieur Cohen. Comment? Les temps ont changé, monsieur Cohen. Certes, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont passés dans le privé et qui ont eu des carrières souvent brillantes dans le privé et qui reviennent au service de l'État à l'occasion de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et donc ça vous le regrettez? Non, non, je décris. Non, depuis le début, vous avez remarqué que je ne mets aucune note d'affect personnel dans ce que je dis. Je me contente de décrire, j'essaye de faire l'entomologiste observant, comme vous m'y avez invité tout à l'heure, voilà, ces populations qui grouillent sous mes yeux. Alors, bon, donc on a compris que c'est pas tout à fait du gaullisme, il y a quelques emprunts, mais c'est pas tout à fait du gaullisme. Alors, est-ce que ça serait plutôt une forme de giscardisme? On l'a souvent comparé, notamment évidemment à la jeunesse. Alors oui, il y a la rupture très nette et qui fait penser beaucoup au giscardisme. C'est plusieurs éléments. Le premier élément, comme vous dites, c'est la jeunesse. Le deuxième élément, c'est la rupture avec un monde ancien et la volonté de la disruption dans l'exercice politique qui se traduit même dans le style et l'idée que là, ce n'est pas simplement les institutions ou l'économie qu'il faut changer, mais je dirais presque le modèle social, le modèle sociétal, les mœurs. Giscard d'Estaing, ce sont les grandes lois, le droit de vote à 18 ans, la loi Veil, c'est la volonté de moderniser la société. Et ça, ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme culturel, est très présent effectivement chez Emmanuel Macron. Ce qui définit le mieux Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est l'alliance du libéralisme culturel et du libéralisme économique. Et de ce point de vue-là, Giscard d'Estaing représentait tout à fait cela. Le programme même de Macron est un programme giscardien. Quel était le programme de Giscard et de Barre? C'était un programme dit LSE, libéral, social, européen. L'Europe jouait un rôle très important. Giscard a été le grand architecte de l'entente avec Helmut Schmidt pour faire avancer tout l'agenda de réforme économique. Et il y avait une dimension également mondialiste chez Giscard d'Estaing. Et là aussi, on trouve des points communs avec ce que fait Macron, puisque c'est Giscard d'Estaing qui avait inventé avec d'autres le G7, ces fameux sommets où, au bord d'une piscine, on décidait des affaires du monde, entre grands, entre gens responsables, entre membres du directoire planétaire. Donc, Giscard, c'est à la fois la rupture, la jeunesse, les réformes sociétales, c'est dans l'ordre international l'action très importante en matière européenne et en matière de gestion déjà de la mondialisation. Et c'est également un élément politique majeur, c'est que Giscard déjà avait une conception politique qui est à mon avis très proche de celle de Giscard, qui consiste à dire que les clivages politiques français sont très artificiels. Au fond, c'est Giscard qui, en disant qu'il voulait gouverner au centre, en réunissant 2 Français sur 3, avait touché du doigt cette évidence, c'est que à la droite de la gauche et à la gauche de la droite, en fait, il y a des gens qui partagent beaucoup de positions communes, libérales en économie, sociale, parce que les Français tiennent à un modèle social, et européen. Et au fond, ce qu'il a essayé de mettre en œuvre, c'est ce rapprochement des centres des 2 bords pour constituer un grand centre et pour en faire l'élément structurant de la vie politique française. Alors, ce qu'on peut dire avec le recul, c'est que l'intuition était là, mais que les institutions l'ont empêché de réaliser cette transformation politique jusqu'au bout, puisque les règles de la Ve République font que, dans un système électoral à 2 tours, la gauche finit par rejoindre la gauche, la droite finit par rejoindre la droite, même si cela conduit à mener des politiques, on le verra avec Mitterrand en 81, ou on le verra avec Chirac en 86, on est déporté soit très à gauche, soit très à droite par rapport à cet axe central que j'ai défini. Giscard aussi était quelqu'un qui a beaucoup gouverné avec la technocratie d'État. Bon, inutile de vous dire que le propre de cette technocratie d'État que je décris depuis tout à l'heure, c'est qu'elle enjambe les régimes sans beaucoup de difficultés. Oui, c'est la permanence de l'État. C'est la permanence de l'État, c'est la grandeur de ce modèle de despotisme éclairé que les grands dirigeants changent, mais ce sont les mêmes équipes qui, un jour, vont nationaliser, le lendemain vont privatiser, le surlendemain vont introduire des clauses qui permettent à l'État de revenir dans le jeu, sans état d'âme particulier. Et comme vous disiez, c'est l'excellence de notre système qu'on nous envie. Les Italiens, par exemple, rêveraient d'avoir un État aussi puissant que le nôtre, aussi organisé que le nôtre, et d'une plasticité formidable, puisque
il y a quand même des souplesses qui permettent à la fois le pantouflage que j'évoquais tout à l'heure et aussi le rétro-pantouflage. Donc ce système, il y a beaucoup de traits communs au giscardisme. Alors simplement, si on pousse le raisonnement très loin, ça n'a pas duré et ça ne s'est pas inscrit profondément dans le paysage. Alors on comprend bien dans ce petit voyage qu'on fait dans le temps que aussi, vous ne le dites pas mais vous le pensez, c'est que le contexte jouait aussi beaucoup, c'est-à-dire que De Gaulle c'est les 30 Glorieuses, Giscard c'est l'avènement de la classe moyenne, du cadre dynamique, et puis alors on arrive dans les... Non, Giscard, vous rappelez un point très important, j'espère que tout le monde en est conscient, du point de vue économique, la présidence de Giscard aura été la présidence la plus à gauche de l'histoire économique du pays depuis 1945. Si vous prenez un indicateur simple que sont les prélèvements obligatoires, Giscard a augmenté sous son règne en 7 ans de 7 points les prélèvements obligatoires. C'est l'homme qui a le plus socialisé l'économie et la société française à travers des mécanismes de redistribution qui ont été particulièrement poussés. Non, j'insiste parce que l'image qu'on en a, c'est que c'est un libéral. Non, ça a été un libéral, c'est vrai, social, très profondément social et très profondément européen. Et donc, effectivement, ça peut être une source d'inspiration. Oui, d'autant qu'il a aussi vécu la première grande crise de l'après-guerre. Absolument. Qui était la crise du pétrole. Absolument. De 1973. Alors, donc on continue, on se rapproche de notre période et on se retrouve dans les années 1990 avec Michel Rocard. Oui, alors, vous avez vu que la première comparaison... Et là, il s'en revendique, c'est le seul... Alors absolument, Rocard. Alors d'abord, Rocard a couvé Emmanuel Macron. Macron fait des génuflexions régulières devant la stature de Michel Rocard et il se revendique de son héritage. Et quand on regarde un peu, au niveau du discours, il y a beaucoup de traits communs. Alors, Macron s'inscrit tout à fait dans une logique dite de deuxième gauche. Qu'est-ce que c'est que la deuxième gauche? La deuxième gauche, c'est une gauche qui privilégie le contrat par rapport à la loi, donc qui croit beaucoup à la capacité, à tous les niveaux de la société, des agents, de passer entre des contrats. C'est quelqu'un, donc Macron et Rocard, qui croient beaucoup à la décentralisation, donc ce sont des Girondins, ce ne sont pas des Jacobins. Et puis troisièmement, ce sont des gens qui croient beaucoup à la dynamique économique et pas au dirigisme et au colbertisme. C'est-à-dire, ils pensent que l'articulation de la régulation et du marché est la meilleure combinaison. Donc, des gens qui privilégient le contrat, la négociation sociale, qui privilégient la décentralisation, qui privilégient le marché. Donc, c'est ça qui définit finalement une deuxième gauche par rapport à une première gauche étatiste, jacobine, colbertiste, etc. Alors, est-ce que ces traits qui définissent en gros la deuxième gauche se retrouvent dans l'action d'Emmanuel Macron? Alors là aussi, je m'amuse toujours au même petit exercice, c'est de prendre une loi, une négociation, et d'essayer de voir comment ça s'est passé dans les deux cas. Il se trouve que Michel Rocard, quand il a été Premier ministre, a dû traiter de la réforme des PTT, et Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a dû traiter de la réforme de la SNCF. Alors comment ça s'est passé? Dans le cas de Michel Rocard, il a commencé pour traiter la question des PTT, puisqu'il y a le même problème, il fallait changer de statut, tenir compte de la libéralisation du marché européen, il fallait autonomiser les télécommunications de la Poste, il fallait revoir la question du statut, il fallait ouvrir le marché, introduire de la concurrence, etc. etc. Alors comment a procédé Michel Rocard? Il a commencé d'abord par nommer un de ses amis, qui s'appelait Prévost, et il lui a demandé de faire un rapport sur l'état du secteur et lui demander des recommandations pour faire évoluer le secteur. Et alors Prévost a fait une chose intéressante, c'est qu'il a longuement consulté les syndicats, les différentes organisations, les élus, etc. Et il s'était fixé comme objectif de parvenir, ça c'est du rocardisme pur, de parvenir à ce qu'on appelle un diagnostic partagé, qui a la volonté d'associer les acteurs au processus de réforme pour qu'ils partagent un diagnostic. Alors, partager un diagnostic, ça ne veut pas dire être d'accord sur les solutions ou être d'accord sur la loi qui sera finalement... D'accord sur le point de départ. Mais être d'accord sur le point de départ, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a un problème, quels sont les éléments du problème,
quels sont les scénarios alternatifs, comment peut-on évoluer, puis mettre les cartes sur table, premièrement. Une fois que ce rapport a été fait, Michel Rocard a lancé la commission du grand débat, c'est-à-dire il a lancé un grand débat public. Et pendant des mois et des mois, avec tous les supports possibles à l'époque, il a lancé ce débat pour que la société s'exprime, les différents acteurs s'expriment, etc. Et puis dans un troisième temps, il a mené des négociations avec les syndicats en ayant la volonté de les associer, voire d'avoir l'accord d'une partie des syndicats. Et de fait, il a eu l'accord de la CFDT et un accord partiel, parce qu'ils n'osaient pas aller si loin, de FO. Pourquoi? Parce que les éléments du statut ont été débattus avec un degré de finesse incroyable. Je me souviens, j'avais participé à tous ces processus. La CFDT avait demandé qu'on crée un nouveau corps de la fonction publique. On n'a pas pu le faire. Et donc on a créé un système où tout en appartenant au corps, on pouvait avoir une fonction qui était différente, avec des avantages financiers. Et puis, bon, la réforme est arrivée à son terme, et ça a été un succès absolument étonnant. Est-ce que vous voulez que je fasse la même chose pour la réforme de la SNCF? Disons que c'était un peu plus rapide. Hein. Ça a été beaucoup plus rapide. Il y a eu un rapport, le rapport Spinetta. Il n'y a pas eu d'accord sur le diagnostic. Il y avait même des trous majeurs dans le rapport Spinetta. Et puis, de toute façon, les conclusions étaient données d'avance. Il fallait absolument à la fois régler la question de la dette, changer le statut des cheminots, préparer le terrain pour la concurrence avec les dates qui étaient actionnées. Puis la réforme a été très vite. Et on a eu des grèves à répétition, un mouvement long, dur, pénible, etc. Donc, je ne sais pas si on peut dire que cette réforme est illustrative de la méthode du contrat, du compromis social institutionnel, du diagnostic partagé, et de tout ce qui fait, en gros, le cœur de l'idéologie de la deuxième gauche. Disons que, si on veut être charitable, les contraintes étaient autres, le contexte était autre, oui. Et il fallait aller très vite. Mais on essaie. En tout cas, c'est pas du rocardisme. C'est pas du rocardisme. Voilà. Alors, il nous reste maintenant quand même celui finalement qui pourrait sembler le plus proche. D'abord, c'est le plus proche dans le temps, et puis ça, il ressemble pas mal. C'est Tony Blair et son New Labour. Hein, puisque finalement, alors là, on est vraiment dans le libéralisme social. Voilà, alors là, c'est parfait. On est dans le social-libéralisme. On est à une volonté d'adaptation à la mondialisation, et pas simplement à la mondialisation, mais également à la révolution technologique, à la révolution numérique. Et donc, comme le disait très bien Tony Blair, ce qui compte, ce n'est pas qu'une solution soit de gauche ou de droite, c'est qu'elle marche. Voilà. Et donc, il y a la religion d'efficacité. La religion d'efficacité, et donc il y a l'idée de parvenir à des réformes qui transforment fondamentalement les conditions d'exercice de l'économie pour se mettre en phase avec les impératifs de la mondialisation et de la révolution technologique. Mais là aussi, il y a une différence majeure. Alors tout ça, ça va très bien à Macron, bien entendu. Mais il y a une différence majeure avec Tony Blair, c'est que Tony Blair croyait à l'importance du parti, il croyait à l'importance du travail idéologique, il croyait à l'importance du travail parlementaire, et avant d'accéder au pouvoir, il avait investi beaucoup de temps et d'énergie dans la constitution d'un corpus idéologique qui était celui du New Labour, avec une nouvelle déclaration de principe, avec l'abandon d'un certain nombre d'éléments archaïques de l'ancien Labour qu'il a voulu traduire dans les textes du parti. Il a conquis le parti de l'intérieur. Il n'a pas fait éclater. Il n'a pas fait éclater, et il a au contraire considéré que c'est en s'appuyant sur le parti et en trouvant un nouveau type d'articulation avec les syndicats qui avaient beaucoup souffert dans la période Thatcher, qu'il pouvait reconstruire. Et puis surtout, il a organisé son action politique de réforme en deux temps. Dans un premier temps, il a voulu restaurer les conditions de la compétitivité britannique en identifiant des problèmes qui étaient les problèmes de très faible productivité, les problèmes de formation et de qualification, et donc il a beaucoup investi dans ces domaines. Et puis, dans un deuxième temps, lors d'un deuxième mandat, il a pu développer une politique véritablement sociale en investissant massivement dans le NHS, en ayant une politique de lutte contre la pauvreté qui ciblait
les catégories de la population les plus fragiles, les filles mères, les enfants pauvres. Il a voulu s'attaquer à ce phénomène des enfants pauvres, et tout ça doit teinter agréablement vos oreilles. C'est exactement ce qu'essaye de faire Macron également avec sa loi pauvreté, et c'est exactement ce qu'il essaye de faire en matière de lutte contre les inégalités d'éducation, parce que, si vous voulez, dans le programme de Macron, il y a une idée qui est assez blairiste, qui consiste à dire les inégalités, ce n'est pas quelque chose qu'on corrige ex post par de la redistribution monétaire. Les inégalités, ça se combat à la racine en équipant les individus face aux défis qu'ils doivent affronter. Qu'est-ce que ça veut dire équiper les individus? Ça veut dire leur donner une formation de base, une qualification qui leur permette de se mouvoir dans ce monde. Ça veut dire combattre les inégalités de naissance qui figent. C'est Macron qui parle d'assignation à résidence pour les pauvres. C'est combattre cette assignation à résidence pour faire en sorte que la machine sociale se remette à fonctionner. Et l'idée est importante, c'est l'idée de mobilité sociale ascendante. Voilà, qui est pauvre en France comme elle était pauvre en Bretagne. Et donc vous voyez que finalement ce qui se dessine comme paysage économique, de politique économique chez Macron, c'est bien sûr une économie de l'offre, mais c'est également une politique de la formation, de la qualification et de l'éducation, donc qui corrige les inégalités à la base. C'est une politique qui vise à activer la mobilité sociale. Vous voyez quand même que c'est un peu plus riche que les débats que nous avons eus au cours du dernier trimestre sur l'affaire Benalla ou des choses pareilles. Voilà, oui. Alors donc, si on résume, c'est un peu tout ce dont on a parlé et quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça, et c'est quelque chose en plus en fait. Alors, comment on peut définir le macronisme, ou les macronomics, on va dire? En fait, ça consiste, à dire que la révolution politique est première pour faire la transformation économique, et d'où la nécessité de faire exploser l'ancien système. C'est ensuite, effectivement, une économie de l'offre, mais une économie de l'offre adaptée à une politique d'innovation. C'est ensuite une politique d'équipement des individus pour leur permettre de faire face à ce monde que nous venons de décrire. C'est une politique qui remet en marche les mécanismes de la protection, les mécanismes de la mobilité sociale. Et, dernier élément que nous n'avons pas eu le temps de développer, c'est également une remise en cause de la protection sociale telle qu'elle fonctionnait jusqu'à présent, justement pour la cibler vers ceux qui en ont plus besoin, et donc accepter, et il l'assume, comme il dit, des transferts, par exemple des inactifs vers les actifs, assumer des transferts au profit des familles monoparentales, assumer des transferts vers les gens qui sont porteurs de maladies ou qui ne peuvent pas se soigner parce que le système de protection sociale tel qu'il fonctionnait faisait qu'on ne traitait pas correctement les problèmes auditifs, les problèmes visuels, etc. Donc, dans tous ces éléments-là, il y a en fait, petit à petit, une redéfinition, je dirais, des masses de granit du système français tel qu'il fonctionnait. Et toutes ces transformations, on les fait dans le cadre des institutions de la Ve République qui permettent un décisionnisme et une capacité politique inentamée grâce aux majorités que forge le système de parlementarisme à la française et en s'appuyant sur la technocratie d'État. Donc c'est un réformisme, comme dirait mon ami Bourlange encore une fois, intransitif. C'est-à-dire c'est un réformisme dans tous les domaines, c'est un réformisme autoritaire, et c'est un réformisme autoritaire qui s'appuie sur la technocratie d'État. Ça va marcher. Rétro-pantoufleuse. Et ça va marcher. Alors, quand on parlait de Gaulle, oui, de Rocard, de Giscard, on parlait beaucoup de la méthode, finalement, plus que aussi de l'objectif, mais beaucoup de méthode. Oui. Est-ce que là, la méthode, c'est-à-dire celle de s'attaquer à tous les fronts, tout de suite, dès le départ, est-ce que finalement, ça vous semble, alors c'est en rupture par rapport à ce que faisaient ses prédécesseurs, notamment Jacques Chirac, mais est-ce que, à force de vouloir bousculer le corps social pour aller plus vite et ensuite lui passer un peu de baume pour que ça parte, est-ce que cette méthode-là, elle peut fonctionner en France? Alors, bon, d'abord... Et est-ce que c'est bien d'aller vite? Bon, d'abord, il n'y a que ça qu'on sait faire en France. Il faut partir de là. On a évoqué tout à l'heure le rocardisme, qui est cet idéal... Qui n'a jamais atteint le sommet du pouvoir. Qui était cet idéal
de la négociation pacifiée, du compromis institutionnel, À la suédoise. de la réforme, voilà, à la suédoise, de la réforme avant d'arriver aux difficultés. Le meilleur exemple que je vois dans le cas du rocardisme, ça a été le livre blanc sur les retraites. Oui. C'est-à-dire, on vit encore aujourd'hui sur le livre blanc sur les retraites, c'est-à-dire ce diagnostic partagé, longuement partagé, cette méthode des scénarios, et puis des propositions entre lesquelles, sur le moment, on n'a pas choisi, mais vous avez remarqué que toutes les réformes qui se sont succédées après se sont inspirées de ce livre blanc sur les retraites. Donc, dans le cas de Macron, il y a le constat, effectivement, qu'on ne sait pas réformer pacifiquement, et que donc, il faut des grandes ruptures historiques pour pouvoir faire des transformations. C'est pour ça que la réforme au gaullisme ou la référence à la libération sont très importantes. Donc la question que vous me posez, c'est est-ce que le moment macronien aujourd'hui est d'un ordre équivalent au moment gaulliste de 58-59 ? Et là, je vous répondrai que le problème, c'est que le monde a entre-temps formidablement changé de place. Et donc en fait, Macron, quand il arrive au pouvoir dans un contexte économique particulièrement porteur. Et donc au moment où il arrive au pouvoir et où il engage ces différentes réformes, on peut se dire qu'il a à ses côtés la conjoncture économique qui est favorable. Souvenez-vous, quand il est arrivé au pouvoir, on parlait d'alignement des planètes en matière économique. Il y avait le prix du pétrole et des matières premières qui baissaient, les taux d'intérêt qui étaient proches de zéro, l'euro qui était assez bas aussi. La situation budgétaire qui était en train de s'améliorer mécaniquement. Et donc finalement, en ne déplaçant pas des masses financières considérables, il pouvait donner l'impression d'une dynamique économique formidable. Vous savez qu'au dernier semestre de 2017, nous avons connu une croissance en France absolument exceptionnelle. On a connu une croissance de 1,7%, c'est-à-dire une croissance qui en rythme annuel était de plus de 3%, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et donc, bien entendu, la faiblesse coupable des gens, c'est de prolonger ensuite les tendances. Oui. Et donc, on avait dit, si on a fait 1,7 en 2017, au premier trimestre 2018, on fera 1,8. Non, on a fait 0,4. La chute a été verticale. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a eu un désalignement complet des planètes. Le pétrole a doublé en 6 mois. Les taux d'intérêt à long terme sont repartis très fortement à la hausse, ce qui a rallumé la crise italienne, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, les espoirs fondamentaux de Macron qui consistaient à dire, en améliorant la situation économique, en lançant un train de réforme majeur, je vais me mettre en situation de pouvoir après peser sur la scène européenne pour régler un certain nombre de problèmes pendants au niveau européen, notamment la question de l'euro, des migrants, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc aujourd'hui, il faut inventer à la fois une nouvelle politique économique et une nouvelle politique européenne et une nouvelle politique de réforme dans un contexte où l'opinion publique française s'est déjà rapidement lassée. Alors, l'opinion publique française s'est lassée aussi parce qu'on a touché à quelques tabous. Alors, il y en a un, c'est, vous disiez, la politique de l'offre. Alors, ça paraît comme ça très nébuleux, la politique de l'offre, mais très concrètement, ça veut dire favoriser ceux qui produisent pour ensuite pouvoir créer de la richesse et redistribuer. Et donc, ça veut dire aider les entreprises, aider les gens qui ont de l'argent, aider les capitaux, et ça lui a collé immédiatement cette fameuse étiquette de président des riches. Alors, est-ce que cette politique de l'offre, c'est vraiment une rupture par rapport à tout ce qu'on a connu précédemment en France, où on est un peu drogué, on va dire, ou ça dépend comment on le considère, en tout cas très attaché aux revenus et à la demande, c'est-à-dire à la consommation, aider les gens à consommer. Vous savez, la France a 2 problèmes majeurs depuis au moins... depuis 1974, donc ça fait depuis pas mal de temps, 2 problèmes majeurs, un problème de compétitivité et un problème de maîtrise des finances publiques. Bien, c'est un problème parfaitement connu, parfaitement identifié, parfaitement documenté, et donc ça nous ramène à Giscard. Lorsque Giscard a constaté, après le premier choc pétrolier, que la machine économique tombait en panne,
Et son réflexe immédiat, ça a été de faire des politiques de relance. Et donc, ça a été de faire de la dépense publique et de la dépense privée en redistribuant des revenus et en les finançant par quoi? Par de la dette. La dette et les déficits ont commencé dès le premier choc pétrolier. Et depuis le premier choc pétrolier jusqu'à aujourd'hui, ce que j'appelle moi le keynésianisme de bazar a progressivement conquis tous les esprits, syndicaux, politiques, etc. Et chaque fois qu'il y avait un ralentissement de l'activité, qu'est-ce qu'on faisait? Hop, on mettait un peu de dépenses publiques et un peu de dépenses privées par les mesures de soutien à la consommation. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites périodiquement ce genre de situation? Très rapidement, vous dégradez la compétitivité des entreprises parce que vos prix s'élèvent par rapport au prix de la concurrence. Alors, pendant un premier temps, ça ne se voyait pas parce qu'on avait un dispositif magique, c'était la dévaluation. La France dévaluait périodiquement, à peu près tous les 18 mois, et donc tous les 18 mois, la perte de compétitivité était effacée par la dévaluation. Globalement, les Français s'appauvrissaient, mais ils ne s'en rendaient pas compte, puisque la dévaluation, ça permettait, les salaires augmentaient, ils étaient indexés sur l'inflation. Vous vous souvenez, on avait des taux d'inflation de 12, 13, 14%, comme les revenus augmentaient de 16, 17%, c'était très bien. Et en plus, il y avait un effet très positif, c'est que comme les Français sont très attachés à l'immobilier, ils achetaient leurs appartements à crédit, et en France, la France est un pays de taux fixe, et donc comme l'inflation galopait toujours, en fait, les Français payaient en termes réels moins que ce qu'ils avaient emprunté, et donc il y avait une espèce de consensus général pour l'inflation. Le problème, c'est qu'à un moment, on a décidé de changer de logique, et qu'on n'en a pas tiré les conséquences. Ce moment, c'est quand on a décidé d'aller vers le marché unique et vers la monnaie unique, et bien entendu, dès le processus de convergence, la politique de la dévaluation n'était plus possible. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez plus pratiquer ce que j'appelle la dévaluation externe? L'économie vous enseigne que si vous ne pouvez plus faire de la dévaluation externe, si vous voulez corriger vos écarts de compétitivité, il faut faire de la dévaluation interne. Ça fait mal. Et là, ça fait très mal. La dévaluation interne, ça veut dire qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, vous fassiez baisser les revenus des gens, ou baisser la protection sociale, ou baisser la dépense publique, pour permettre d'encaisser le choc. Et si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous augmentez de nouveau le déficit et la dette. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le déficit et la dette montent et que vous êtes dans un cadre européen? Eh bien, à un moment, on vous dit, attendez, vous ne respectez plus vos engagements. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais faire un plan de stabilisation. Le plan de stabilisation a deux volets possibles. L'augmentation des impôts ou la baisse des dépenses. La baisse des dépenses, on ne sait pas faire. C'est pas possible. Mais pour une raison très simple, c'est que vous savez qu'elle est, en gros, 57% de la richesse nationale est consacrée à la dépense publique. Sur ces 57%, la part la plus grosse et de très loin, 33% du PIB, c'est la dépense sociale redistributive. Retraite, maladie, chômage, etc. Et ça, personne, en France, ni à gauche ni à droite, ne veut véritablement s'attaquer à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts. Alors, attention, quels impôts on augmente? Si on augmente les impôts sur la consommation, ça va frapper les ménages. Et oui, ça va ralentir la consommation. Voilà. Donc, keynésianisme primaire, on va taxer les entreprises. Oui. Ça ne mange pas de pain, ça, on taxe les entreprises. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où les entreprises auraient besoin d'une aide à la compétitivité, vous aggravez leur perte de compétitivité. Et ça, je l'ai montré dans tous mes livres, je montre mécaniquement comment on a détruit progressivement des pans entiers de l'industrie par cette spirale infernale qui consiste chaque fois qu'on augmente les impôts, et notamment on a eu cette invention très particulière en France qu'on appelle les impôts qui pèsent sur le cycle productif, qui croissent vertigineusement, c'est-à-dire qui s'appliquent à des entreprises qui ne sont même pas rentables et qui doivent payer toute une série de taxes sur le cycle productif. Donc vous avez cette mécanique, eh bien, vous taxez les entreprises, vous dégradez leur compétitivité, donc elles ne peuvent pas investir dans la modernisation, elles ne peuvent pas investir dans le numérique, dans l'exportation, dans la différenciation, etc. Donc au cycle suivant, elles perdent encore des positions, et donc vous voyez comment évoluent les parts de marché de l'économie française, et dans la zone euro et hors de la zone euro, et vous avez ce mécanisme qui se reproduit. Alors, à un moment, il faut rendre cet hommage à François Hollande. Bon,
François Hollande a compris qu'on ne pouvait plus continuer, donc c'est lui qui a véritablement démarré une politique. C'était un peu son virage de la rigueur comme avait eu François Mitterrand à une époque. Exactement. Donc c'est lui qui a lancé la politique de l'offre. La politique de l'offre, ça consiste à dire il faut rendre l'offre productive plus compétitive. Pour cela, il faut réformer le marché du travail, il faut mieux former les gens, il faut inciter les gens à investir, et la fiscalité confiscatoire qu'on avait sur le capital, il faut progressivement la réformer. Alors Hollande n'est pas allé jusque-là, il a aggravé la taxation sur le capital et les revenus du capital, et donc il était dans une position un peu schizophrénique. Le premier à être cohérent, c'est Macron. Et donc lui, il a compris qu'il y avait ces 3 volets dans l'économie de l'offre, plus un 4e qui était stimuler la politique d'innovation. Il a voulu le faire, et vous-même, vous l'avez catalogué comme président des riches. Voilà, c'est pas moi qui l'ai catalogué, mais c'est comme ça. Au lieu de dire qu'il avait rompu avec ce cercle infernal du keynésianisme de bazar, et qu'il avait permis... Mais c'est parce que ces premières mesures, ça a été effectivement de réduire l'imposition sur le capital, oui. À la fois donc, avec une taxation, une taxe unique sur le forfaitaire, oui, sur le capital, et puis en transformant l'impôt sur la fortune en impôt sur l'immobilier, oui, sachant que les très grandes fortunes sont moins taxées parce qu'elles sont moins dans l'immobilier. Donc, oui, mais ça, c'est une façon de présenter les choses. Une autre façon de présenter les choses, c'est de dire que, en tout cas, l'affichage, oui, mais enfin, il était comme ça. Oui, mais on aurait pu dire, on est dans une économie ouverte, petit 1. Deuxièmement, on est dans une économie européanisée. Troisièmement, on est dans un système de concurrence fiscale. Donc, un pays qui taxe 2 ou 3 fois plus les revenus du capital, les plus-values, etc., n'a aucune chance d'être un pays attractif, et donc n'a aucune chance de pouvoir financer dans de bonnes conditions son système productif. Mais ça n'a pas été présenté comme ça. Enfin, si, un peu. Non, on a été le président des riches. Voilà, oui, donc ça c'est le raccourci populaire. Alors, on va peut-être élargir la focale maintenant. On va l'élargir à l'Europe, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, mais on constate que c'est tout un continent en ce moment qui est en train de payer un lourd tribut au populisme. Alors on le voit fleurir partout, hein, et parfois prendre le pouvoir, comme c'est le cas en Italie. Alors, est-ce que finalement, nous ne payons pas aujourd'hui les effets de la crise de 2008, et est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un scénario de type années 30 ? Alors, vous avez évoqué l'Italie, essayons de passer quelques minutes sur le cas italien pour essayer de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Vous vous souvenez, pendant la campagne électorale, à la fois la Lega et Cinque Stelle ont fait une campagne violemment anti-européenne, en disant que tous les malheurs de l'Italie venaient de la politique d'austérité, de l'euro, et l'économiste qui avait été pressenti pour devenir ministre des Finances en cas de victoire de la Lega et de Cinque Stelle, c'est un gars qui s'appelle Paolo Savona, qui non seulement était très critique à l'égard de l'euro, mais dans ses écrits expliquait comment il fallait sortir de l'euro, commencer par émettre une monnaie parallèle et constituer comme ça les bases d'une renaissance économique italienne. Et puis vous avez vu, la Lega et Cinque Stelle sont arrivés au pouvoir, ils ont constitué un gouvernement et dans un premier temps, ils ont avancé la candidature de Savona. Mattarella, le président, l'a refusé et Savona a été écarté. Et il y a eu un moment de panique, on avait vu les spreads de taux commencer à se relever. L'Italie, il faut savoir, c'est un pays qui a 2300 milliards d'euros de dette, qui représente 130% du PIB. Ils sont encore plus endettés que nous, si vous voulez. Bien. Et donc, la seule perspective d'avoir quelqu'un qui remettait en cause l'euro a fait que le gouvernement n'a pas été constitué comme ça avait été prévu. Qu'a fait Salvini à partir de ce moment-là? Il a mis le paquet sur les migrants, sur les questions identitaires, il a montré ses muscles, il a affronté de manière virile Macron en lui disant tu nous traites d'hypocrite, mais toi tu fais des choses illégales à Vintimille, etc. Il a fait monter la tension avec les Français, mais il n'a plus été question de remise en cause de l'euro. Donc c'est intéressant. On critique l'Europe pour le problème des migrants, on critique l'Europe pour l'effondrement des ponts, mais on ne s'attaque pas à l'euro. Alors, arrive Di Maio qui voit dans les sondages qui s'effondrent et que Salvini progresse très très vite. Que fait Di Maio? Il ressort les éléments du programme qu'il avait et il parle du revenu universel qui était destiné aux populations appauvries du sud de l'Italie. Il remet en cause la réforme des retraites
pour s'allier les retraités italiens, et bien entendu, toutes ces dépenses, quand on les chiffre, on voit que ça fait exploser le déficit italien et ça fait sortir l'Italie des rails. Les premières estimations de ces dépenses nouvelles, c'était 100 milliards d'euros. Après différents ajustements, c'est tombé à 20 à 23. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une situation où l'Italie présente un projet de budget que l'Europe estime hors des clous, mais dont le déficit est inférieur au déficit français, malgré l'arrivée des populistes au pouvoir. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Italiens, à mon avis, sont profondément attachés à l'euro, et que même des dirigeants populistes ne remettent pas en cause cet attachement à l'euro. Et du coup, ça fait penser à ce qui s'est passé en France, lorsque Mme Le Pen agitait le risque du Frexit. Ça fait penser à ce qui s'est passé en Catalogne. Il y a au niveau européen aujourd'hui une défiance à l'égard des institutions bruxelloises, mais il y a un très fort attachement à l'euro. Alors, vous me dites, je ne vais pas échapper à la question, est-ce que tout ça n'est pas le résultat des politiques d'austérité menées... Quel est le poids de l'économie à la faveur de la du crise, populisme? à la faveur de la crise. Alors quand vous regardez ce qui se passe en Italie, mais je ne vous apprends rien, vous remarquez que l'Italie est en croissance zéro depuis à peu près 20 ans, donc avant même la crise. L'Italie est un pays qui s'appauvrit. L'Italie est un pays dont les gains de productivité sont étonnamment bas, dont le niveau d'investissement est étonnamment bas. Je dis étonnamment parce qu'en même temps, l'Italie a su garder une industrie qui est encore plus compétitive et plus performante que l'industrie française. Alors ça tient à quoi? Ça tient en fait au fait que l'Italie, c'est deux choses totalement différentes. L'Italie du Nord, qui est branchée sur l'écosystème suisse et allemand, et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord, c'est un tissu de PME performantes, liées entre elles, spécialisées dans des technologies avancées et dans des biens de consommation de luxe. Et l'Italie du Sud, c'était le pays où on faisait des très grands établissements automobiles par décentralisation, délocalisation, et qui a subi de plein fouet le choc de la crise et le choc de la perte de compétitivité. Et donc, le résultat agrégé de ces deux, c'est un pays qui ne croit plus et qui n'arrive pas à se réformer. Alors, franchement, la politique d'austérité là-dedans, ça n'a pas fondamentalement joué. Ce qui a joué, et qui doit nous faire réfléchir, c'est que pour converger et rentrer dans la zone euro, donc avant la crise, ça c'était la politique de Prodi, l'Italie a massivement augmenté ses impôts pour faire baisser son déficit et pour se qualifier pour l'euro. Et c'est toujours le même problème, cet effort violent aurait dû avoir des effets sur l'organisation productive, sur la modernisation productive, sur la réforme institutionnelle. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que les gouvernements Ciampi, Letta, Monti et puis Renzi ont tous essayé de réformer l'Italie et n'y ont pas beaucoup réussi. Donc vous voyez, quand on parle de politique d'austérité, c'est souvent une forme de paresse de l'esprit. Il faut essayer d'entrer plus profondément dans la dynamique interne. Et puis surtout, ceux qui ont connu les vraies politiques d'austérité, c'est les pays qui étaient en plan d'âge. C'est les Espagnols et les Portugais. Ouais. Qui ne connaissent pas le populisme. Et qui ne connaissent pas le populisme. Et puis regardez la remontée remarquable actuelle, par exemple, du Portugal. Oui, tout à fait. Étonnant. Voilà. Alors, on va essayer de prendre quelques questions dans l'assistance, s'il y en a. Et le temps que les esprits s'échauffent et que les mains se lèvent, une dernière question, vous n'échapperez pas sur les États-Unis, évidemment. Oui. L'économie est florissante. Le taux de chômage en septembre était de 3,7%, le meilleur chiffre depuis 1969. Et les salaires remontent. Alors finalement, Trump, ça marche? Non, absolument pas. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'assister au cycle de reprise économique le plus long, puisqu'on est maintenant dans la 11e année, bien entendu. Ça n'a rien à voir avec Trump. Pas la 11e, la 10e année, ça a démarré en mars 2009. Donc nous rentrons dans la 10e année de reprise. Et ce qu'on constate, c'est que quand vous avez une reprise économique
que tous les moteurs économiques marchent. Que vous ajoutez à ça une baisse d'impôts, que vous ajoutez à ça une augmentation du déficit, que vous ajoutez à ça des taux d'intérêt particulièrement bas, vous produisez ce qu'on appelle une situation de surchauffe. En fait, la vérité, c'est que l'économie américaine n'a pas du tout besoin des stéroïdes anabolisants que lui injecte actuellement Trump, que c'est tout à fait à côté de la plaque. D'ailleurs, vous avez vu sa déclaration aujourd'hui. La Banque centrale a décidé de remonter les taux et il s'en prend à la Banque centrale en disant « vous êtes en train de détruire ma belle reprise ». Parce qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à faire flamber la machine économique, générer des déficits et des dettes. Il arrive un moment où le principe de réalité doit se réinstaller. Donc, ceci ne veut pas dire du tout que Trump ne touche pas du doigt un certain nombre de problèmes réels. Il a touché du doigt le fait que la Chine ne jouait pas véritablement le jeu dans le cadre de la mondialisation, qu'elle avait tiré un bénéfice induit de la mondialisation en volant de la propriété intellectuelle, en faisant des torsions de bras sur les investisseurs, etc. Il a touché du doigt le fait que l'ampleur du phénomène de désindustrialisation aux États-Unis n'était pas due qu'à des problèmes américains, mais qu'il y avait aussi des problèmes d'organisation commerciale et des problèmes de politique publique. Et donc, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Par contre, ce qu'il fait est un désastre absolu. Cette stimulation macroéconomique et la destruction de l'ordre économique multilatéral, ça se traduira à terme par une perte d'influence massive des États-Unis. À terme, 1 an ou 2? Non, à terme, plus longtemps. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelques questions? S'il y en a, vous n'êtes pas obligé, hein? On peut continuer, alors un peu. Oui, bon. bonsoir. Oui, allez-y, je ne vous vois pas, mais... Vous faites état de l'attachement des Européens à la monnaie unique, à l'euro. Oui. Malheureusement, on s'aperçoit dernièrement que l'économie mondiale repose sur le dollar et que Total, Peugeot sont obligés de se retirer du marché iranien. Question, est-ce qu'un jour l'euro sera l'égal du dollar? Voilà. Alors c'est une excellente question parce que ça permet de reprendre la question sur Trump. L'effet paradoxal des décisions de Trump, c'est qu'ils conduisent à la fois à l'affirmation de la toute-puissance du dollar et à la fragilité fondamentale de cette position. Je lisais pas plus tard qu'hier un papier d'un grand économiste spécialiste de ces questions qui s'appelle Barry Eichengreen, et Barry Eichengreen disait « c'est le début de la fin du règne du dollar ». Et c'est le début de la fin de ce qu'il appelle l'exorbitant privilège du dollar. Le terme d'exorbitant privilège, c'était de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'est vrai que en prenant ces décisions contre l'Iran, avec la remise en cause de l'accord nucléaire sur l'Iran, et en maintenant le programme de sanctions, il a fait de toutes les entreprises qui utilisent le dollar à un titre ou à un autre, des entreprises délinquantes par rapport à cette décision de sanctions économiques contre l'Iran. Ce qu'on a appelé l'extraterritorialité du droit. Quoi. Le droit américain s'applique dans le monde entier. Mais renforcé par le pouvoir du dollar, parce que dès que vous utilisez du dollar, vous pouvez être interdit d'activité sur les États-Unis. Tout à fait. Et la BNP et compagnie ont vu ce que ça voulait dire que tournait ce type de décision. Et bien, la réaction qui s'est manifestée tout de suite, ça a été en Allemagne, un certain nombre d'hommes politiques qui ont dit eh bien, il faut qu'on fasse un SWIFT européen et il va falloir qu'on agisse diplomatiquement en Asie et ailleurs pour développer des contrats libellés en euros. Donc, il faut développer le rôle de l'euro comme monnaie de transaction. Et si l'euro se développe suffisamment comme monnaie de transaction, elle se développera également comme monnaie de réserve et donc, elle remettra en cause l'exorbitant privilège américain. Cette évolution est particulièrement importante parce que les Allemands, jusqu'à présent, étaient hostiles au développement du rôle international de l'euro. Ils ne voulaient pas que la Banque centrale ait un autre rôle que la pure lutte contre l'inflation. Ils ne voulaient pas que la Banque centrale gère la monnaie européenne et qu'en particulier, elle développe des gisements de dette en euros, qu'elle développe, qui seront nécessaires si on veut que l'euro devienne une monnaie de réserve. Elle ne voulait pas qu'on développe le rôle international de l'euro. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, parce que c'est horriblement compliqué et horriblement difficile, mais si Trump reste au pouvoir, s'il est reconduit à l'occasion de la prochaine présidentielle, je crois que ça sera une opportunité historique pour développer l'euro.
Parce qu'on constate quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est que quand il y a une crise dans le monde, et que cette crise est américaine, comme ça s'est passé en 2008, que font les gens qui ont peur de cette crise américaine? Ils achètent du dollar. Absolument, absolument. Et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement. La monnaie refuge. La crise des pays émergents qu'on constate actuellement est due à ce qu'on appelle un phénomène de sudden stop, c'est-à-dire les capitaux cessent d'aller vers les pays émergents, ils se retirent des pays émergents et ils vont où? Aux États-Unis, parce que paradoxalement, l'avantage de taux qu'ils avaient dans les pays émergents à partir du moment où les États-Unis remontent leur taux et que la monnaie s'apprécie, eh bien, c'est le grand rapatriement des capitaux vers les États-Unis.